En 2000, un garçon de 13 ans nommé Justin Berry a obtenu sa première webcam et s'est inscrit sur un site où il pouvait se faire de nouveaux amis. Il espérait rencontrer des personnes de son âge, mais il a constaté que seuls des hommes plus âgés le contactaient. Ce qui semblait initialement être des conversations innocentes a rapidement conduit Justin sur un chemin sombre de criminalité, d'abus sexuels et de dépendance à la drogue. Investigons. Si vous aimez les mystères d'Internet et le contenu généralement dérangeant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenu de ce genre. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour avoir accès à des vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur les remerciements sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui envisagent cela. Cette vidéo couvrira une gamme de sujets potentiellement déclencheurs, y compris la cyberpédophilie, la société anonyme, la dépendance et la mort. La discrétion des spectateurs est conseillée. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et regarder une version non coupée et sans publicité de cette vidéo qui présente des détails supplémentaires qui n'étaient pas appropriés pour cette coupe. En 2000, Justin Berry a obtenu sa première webcam et s'est inscrit sur Spotlife.com, un annuaire d'utilisateurs de webcam, en utilisant le nom Justin Camboy. Il n'était pas exactement populaire à l'école et espérait se faire de nouveaux amis en ligne. Il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres adolescents sur le site, la plupart étaient des hommes plus âgés. Même certains qui s'étaient en fait passer pour des adolescentes ont finalement révélé leur véritable identité. Sans la possibilité de discuter avec des personnes de son âge, il a continué à parler à ces hommes, naïfs des dangers dont la plupart d'entre nous sont bien conscients en 2024. Les nouveaux amis de Justin ont comblé un vide qui était présent dans sa vie depuis un certain temps. Ses parents avaient divorcé quand il était plus jeune et il n'avait pas la meilleure relation avec son père Newt, pour dire le moins. De nombreux signalements de maltraitance avaient été faits à la police, y compris un incident où Newt avait été arrêté et inculpé après avoir prétendument frappé la tête de Justin contre un mur, causant une blessure assez grave qui a nécessité 7 points de suture. L'affaire a été jugée et il a témoigné, bien que Newt ait prétendu que c'était un accident et qu'il a finalement été acquitté. Il semble que la relation de Justin était meilleure avec sa mère, avec qui il vivait à Bakersfield, en Californie, ainsi qu'avec son beau-père, mais les membres de la famille ont dit qu'il recherchait toujours l'affection de Newt. D'une certaine manière, il a trouvé cela avec ces hommes avec qui il parlait en ligne, qui le complimentaient tout le temps, lui disant qu'il était intelligent et beau, des mots qu'il avait toujours voulu entendre de son père. Les hommes ont commencé à lui acheter des cadeaux sur sa liste de souhaits Amazon, allant des jouets et des CD à du matériel informatique. Il n'arrivait pas à croire à sa chance, mais ne s'est jamais interrogé sur la raison de leur générosité. Cependant, ils ont rapidement commencé à demander quelque chose en retour. Un homme a révélé avoir payé $50 à Justin pour qu'il retire son t-shirt devant la webcam. C'était une demande un peu étrange pour Justin, mais la façon dont il le voyait, c'est qu'il enlevait son t-shirt à la piscine sans être payé, alors quelle était la différence ? Puis, on lui a proposé $100 pour poser en sous-vêtements, et les choses n'ont fait qu'escalader à partir de là d'une manière qui ne lui semblait pas si alarmante à l'époque. Il ne voyait pas de problème à être torse nu, et après avoir déjà enlevé son t-shirt, cela ne semblait pas beaucoup plus pour s'asseoir en sous-vêtements, surtout pour le double du salaire. Quand on lui a proposé encore plus pour enlever son sous-vêtement, il a simplement suivi le mouvement. Quel est le pire qui pourrait arriver ? Il ne les rencontre même pas. De plus, en tant que jeune de 13 ans, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse trouver un travail qui lui rapporterait même une fraction de ce qu'il gagnait grâce à cela, avec si peu d'efforts. Des hommes sur le site ont convaincu Justin de réaliser des actes inappropriés au travail devant la caméra. Il a rencontré d'autres adolescents qui faisaient la même chose et collaboraient parfois en ligne avec eux. Ce sentiment de communauté lui a permis de rationaliser ce qu'il faisait. Si d'autres faisaient la même chose, c'est sûrement normal, non ?
Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que Justin crée son propre site, hébergé par un homme de 23 ans nommé Ken Goley. Ken a encouragé Justine à participer à un camp informatique à l'Université du Michigan à l'été 2002 et il a accepté l'invitation. Pendant le camp, Ken a agressé Justin alors qu'il n'avait que 14 ans et a promis que cela ne se reproduirait plus. Cependant, cela s'est répété et Justin a affirmé plus tard que c'était un point critique qui l'a conduit sur le chemin de l'autodestruction. Son affaire, il est devenu plus audacieux. Il avait réalisé que les personnes avec lesquelles il interagissait en ligne paieraient plus qu'ils ne facturaient auparavant. Il a ouvert un nouveau site et facturé aux abonnés 45$ par mois tout en proposant des spectacles privés pour lesquels il facturerait 300$ de l'heure. Il a également commencé à générer de l'argent de manière illégale, comme en organisant des arnaques à l'assurance, en utilisant les cartes de crédit de ses abonnés pour acheter des articles non autorisés pour lui-même et même en faisant entrer illégalement des immigrants aux États-Unis. Les adolescents qu'il considérait autrefois comme des collègues étaient maintenant ses concurrents et il faisait tout ce qu'il pouvait pour les éliminer. Lorsqu'un site d'un garçon a été classé plus haut sur un portail populaire, Justin lui a envoyé un email anonymement, menaçant d'envoyer le site à son père. Le site a vite disparu après ça. À ce stade, Justin gagnait des milliers de dollars et il faisait un assez bon travail pour le cacher à sa mère. Elle a remarqué qu'il dépensait un peu d'argent, mais il lui a dit qu'il avait commencé une entreprise de développement de logiciels et qu'elle se portait bien. À un moment donné, un homme nommé Gilo Tuno a offert à Justin des milliers de dollars pour lui rendre visite dans un hôtel à Las Vegas et il a accepté. Je suis sûr que vous pouvez deviner ce qui s'est passé là-bas et c'était le début d'un arrangement quelque peu à long terme entre les deux. Justin a demandé à Gilo de signer un bail pour un appartement juste en bas de la route de sa maison afin qu'il puisse l'utiliser pour diffuser en direct sans se soucier que sa mère le découvre. Gilo a accepté, permettant à Justin de dire à sa mère qu'il allait chez un ami chaque fois qu'il avait besoin de diffuser en direct, et elle n'en était pas plus sage. Au début de 2003, Justin serait confronté à la plus grande menace pour son entreprise à ce jour. L'un de ses camarades de classe avait trouvé son site et avait commencé à distribuer des copies des vidéos à l'école, ce qui a conduit à ce qu'il soit intimidé et même battu. Il a demandé à sa mère de le déscolariser pour suivre un programme d'enseignement en ligne à domicile. Pendant ce temps, Justin avait récemment repris contact avec son père Newt. Leur communication se passait bien jusqu'à ce que Newt disparaisse soudainement après avoir été accusé de fraude à l'assurance liée aux cliniques de massage qu'il possédait. Il s'est enfui au Mexique et a contacté Justin qui lui a proposé de le rejoindre. Avant longtemps, Justin dépensait son argent avec son père au Mexique et lorsque Newt a demandé d'où venait l'argent, il a avoué. N'importe quel parent normal qui se soucie réellement de la sécurité et du bien-être de son enfant aurait immédiatement mis fin à cela, mais pas Newt. Il ne se souciait pas que son fils de 16 ans était en danger, à la fois physiquement et psychologiquement. Sa première pensée était « comment pourrait-il en profiter ?» Lui et Justin ont créé un nouveau site, mais cette fois, Justin ne se produirait pas seul. Newt l'a aidé à trouver des travailleurs qu'il pourrait payer pour créer du contenu à diffuser en direct sur le site. Celui-ci était encore plus populaire que ses précédents, à tel point que Justin est devenu l'un des acteurs mineurs les plus connus et recherchés sur Internet pour des contenus non adaptés au travail. Alors que pour ses abonnés, il semblait aimer ce qu'il faisait et l'argent qui venait avec derrière la caméra, il était clairement en train de commencer à en payer le prix. Il se sentait perdu dans la vie et a passé du temps à voyager à travers les États-Unis. À un moment donné, il a brièvement arrêté de diffuser en direct et est revenu au christianisme, remplaçant même tout le contenu de son site par des versets bibliques. Il était déprimé et a même envisagé de mettre fin à sa vie. Avec plus d'argent qu'un garçon de son âge ne savait quoi en faire, il était devenu accro aux drogues et c'était l'une de ses principales motivations pour continuer. Il a ouvert un autre site, cette fois avec l'aide d'un homme nommé Greg Mitchell, qu'il avait rencontré et avait eu des contacts inappropriés avec lui à plusieurs reprises auparavant. Greg a encouragé Justine à recruter d'autres mineurs pour créer du contenu similaire pour le site et, sans surprise, étant donné le nombre de prédateurs sur Internet, cela a également été un succès.
Quelque temps après la création de ce site, Justin a eu 18 ans et comme l'a dit le New York Times, il avait franchi la ligne de la victime mineure au coupable adulte. Et c'est là que vous pourriez commencer à remettre en question la moralité de Justin. Lorsque le New York Times a publié leur article à ce sujet, certains ont même condamné les actions de Justin bien avant qu'il n'ait 18 ans, croyant qu'il savait exactement ce qu'il faisait et allant même jusqu'à suggérer qu'il était celui qui manipulait les adultes qui avaient payé pour son contenu ou ses services en personne depuis qu'il avait 13 ans. Je ne suis clairement pas d'accord avec cela. Ce n'est pas aussi simple qu'il savait ce qu'il faisait, alors qu'il attesta était clairement conditionné dès son enfance par de véritables adultes qui savaient réellement ce qu'il faisait. La mère de Justin n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait pas d'amis dans la vie réelle à qui se confier qui aurait pu l'encourager à arrêter. La plupart des gens de son âge avec qui il s'associait étaient des personnes sur ces sites web faisant la même chose que lui. En plus, quand il l'a dit à son père, ce dernier l'a encouragé à continuer. Ces sites web sont absolument répugnants, mais il y a 1 million de personnes qui devraient être blâmées avant Justin, qui, je crois vraiment, a été la proie et aspiré dans cette vie sans véritable concept des ramifications. Et quand il a réalisé combien tout cela avait causé de traumatisme, il ne savait pas vraiment comment s'en sortir. Cela dit, je ne peux pas excuser ses actions après qu'il ait eu 18 ans. Je ne parle pas de sa décision de continuer ses propres performances, mais de recruter d'autres enfants mineurs pour se produire sur son site. À ce stade, il savait combien ce travail lui avait fait de mal. Il est au moins en partie responsable de tout traumatisme que ses enfants ont subi en rejoignant son site. Heureusement, ce n'était pas longtemps après son 18e anniversaire qu'il a décidé de briser le cycle. En juin 2005, un homme anonyme a contacté Justin, se faisant passer pour un auteur-compositeur et lui posant diverses questions sur lui. Justin craignait que l'homme ne soit un officier de police, mais à ce stade, il avait commencé à penser que ce ne serait pas la pire chose au monde s'il se faisait attraper. Au moins, ce serait une porte de sortie. L'homme lui a demandé de le rencontrer à Los Angeles et il a accepté. Lors de la réunion, l'homme s'est identifié comme étant Kurt Eichenwald, un journaliste qui prévoyait d'écrire un article sur le contenu inapproprié des webcams. Au cours de plusieurs réunions, Justin a montré à Kurt son site web et divers messages qu'il avait reçus de ses abonnés. Il a commencé à faire confiance à Kurt, qui a réussi à le persuader d'arrêter son entreprise et la drogue. Une fois qu'il a repris ses esprits, il semble que la gravité de ce qu'il avait fait l'a frappé comme un mur de briques. Il a donné à Kurt les noms et les lieux des enfants qu'il savait être exploités sur ces sites et a accepté d'aller à la police et de tout avouer. Stephen Ryan, un ancien procureur fédéral, avait entendu parler de l'histoire de Justin et a proposé de le représenter. Il espérait obtenir l'immunité pour Justin en échange de la remise à l'accusation de toutes les preuves qu'il avait, ce qui mettrait sûrement beaucoup de mauvaises personnes en prison. Justin a déclaré qu'il était prêt à plaider coupable pour sa part dans tout cela et a accepté la punition qu'il recevrait si le gouvernement sauvait les enfants qu'il avait identifiés. Cela ne compense bien sûr pas le fait qu'il soit en partie responsable de la situation de ses enfants en premier lieu, mais pour ce que ça vaut, cela suggère qu'il était vraiment repentant à la fin. Sa vie était maintenant en danger parce qu'il s'était rendu à la police et des individus spécifiques avaient réellement dit à son partenaire commercial, Greg, qu'il le tuerait s'il révélait quoi que ce soit d'incriminant. Heureusement pour lui, les procureurs ont accepté la demande de Stephen que son client bénéficie de l'immunité et quelques jours plus tard, Justin est brièvement revenu dans le monde en ligne sordide qui avait consommé sa vie pendant les 5 dernières années, mais cette fois en tant que témoin fédéral. Il a envoyé un message à Greg qui était suspicieux à propos de sa disparition, lui demandant même « Tu agis comme si tu étais sous protection des témoins, est-ce le cas ?» Justin a réussi à le convaincre du contraire et Greg l'a invité à un voyage tous frais payé à Las Vegas avec un garçon de 15 ans qui deviendrait également un diffuseur en direct sur ses 6 sites. Justin a demandé s'il était chez lui et il l'était, ainsi que 2 mineurs qui vivaient avec lui.
Il avait déjà partagé des montagnes de preuves avec le Federal Bureau of Investigation, suffisamment pour convaincre un jury que Greg était coupable bien au-delà d'un doute raisonnable. Il avait juste besoin de connaître sa localisation et maintenant, il l'avait. Il a aussitôt informé un agent du Federal Bureau of Investigation au téléphone qui s'est rendu rapidement chez Greg pour l'arrêter. Pendant ce temps, Justine a tapé ses derniers des messages, confrontant Greg sur ce qu'il lui avait fait avant de se déconnecter pour la dernière fois. Après avoir plaidé coupable, Greg a finalement été condamné à 150 ans de prison pour de nombreuses accusations de cyberpédophilie. Ce n'était pas sa première condamnation de ce genre, mais clairement, il n'avait pas retenu la leçon la première fois. Ken Gurley, qui avait hébergé le premier site de Justine et l'avait agressé sexuellement quand il avait 14 ans, a été inculpé de 10 chefs d'accusation de crimes liés à l'agression sexuelle d'enfants. Après que la police a trouvé le disque dur de son colocataire Edward Mulak, qui contenait des milliers d'images inappropriées, il a également été arrêté et accusé de possession criminelle de pornographie infantile. Je n'ai pas pu découvrir si Ken ou Edward ont réellement été poursuivis. Quelques autres personnes ont été arrêtées après que Justin les a nommés comme complices, y compris Tim Richards, un marketeur et principal d'un des sites de Justine. Mais en fin de compte, la grande majorité des personnes impliquées d'une manière ou d'une autre n'ont subi aucune conséquence. Justine a donné au ministère de la Justice les noms de 1500 clients et a prétendu n'avoir jamais été interrogée pour plus d'informations à leur sujet. Depuis 2006, Justin, parfois accompagné de Kurt, le reporter qui l'a encouragé à fermer son site et à aller à la police, est apparu à la télévision de nombreuses fois pour raconter son histoire, y compris sur The Oprah Winfrey Show, Larry King Live et 60 Minutes. En 2012, il est apparu dans un épisode de Dr. Phil et cela semble avoir été sa dernière apparition publique. J'ai déjà mentionné certaines des critiques dirigées contre Justin pour son implication dans tout cela, et bien qu'il puisse sembler que Kurt était son chevalier en armure brillante, il y a en fait des critiques assez préoccupantes contre lui aussi. Une grande partie de cela tourne autour de la façon dont Kurt a trouvé Justine en premier lieu. Dans son article pour le New York Times, Kurt évite d'expliquer cela et comment exactement il a persuadé Justine de le rencontrer en premier lieu. Un essai de reporter accompagnant entre un peu plus dans les détails sur comment il a trouvé Justin, citation. Mon reportage sur la pornographie par webcam a commencé par inadvertance en mai dernier, lorsqu'une recherche en ligne sur des cas de fraude financière a conduit à une publication étrange décrivant ce qui était censé être une enquête criminelle internationale sur un groupe d'entreprises web. La recherche d'indices sur cette enquête m'a conduit sur une piste vers d'autres sites et messages postés. Finalement, je suis tombée sur des entrées concernant quelqu'un nommé Justin, qui d'après ce que j'ai lu, semblait être une star de la pornographie pour adultes. Perplexe quant à la manière dont il était lié à une affaire de fraude, j'ai cherché plus loin sur archive.org, qui conserve des copies de vieux sites web, et j'ai découvert une photographie d'un garçon qui semblait avoir environ 14 ans. Ceci, supposément, était Justin. Pas un adulte, mais un enfant. La publication originale concernant l'enquête s'est avérée être un faux, et plus je lisais de publications sur Justine, y compris des centaines sur un forum de discussion Yahoo mis en place par ses fans, plus je commençais à soupçonner que son histoire sordide pourrait également être une fable d'internet, mais je voulais en être sûre. Finalement, j'ai trouvé une piste, un nom d'écran pour Justin, que je pouvais utiliser pour lui envoyer un message instantané. Mes premières tentatives ont échoué. Justin a déclaré plus tard qu'il avait bloqué ces messages car la nature de mes questions l'avait convaincu que j'étais avec les forces de l'ordre. La seule façon de savoir si Justin était réel, j'ai décidé, était de le rencontrer en personne, et pour cela, je devais gagner la confiance de quiconque répondait à son nom d'écran. Il est d'usage pour un journaliste de s'identifier dès le début, mais le faire trop tôt signifierait que je ne connaîtrais peut-être jamais la vérité. J'ai décidé d'essayer d'engager cette personne dans une conversation et de la persuader de me rencontrer. C'est à ce moment-là que je révélerai mon identité et commencerai le véritable reportage pouvant être utilisé dans un article. J'ai recontacté Justin. Cette fois,
J'ai imité le ton des membres du site Yahoo, me présentant simplement comme un fan. C'est à partir de là qu'a commencé une conversation en ligne intermittente qui a duré des semaines, principalement à propos de la musique que j'écris en tant que passe-temps. Il a supposé que c'était ma carrière et je n'ai pas vraiment essayé de le dissuader. Cet article de journaliste pourrait fournir un peu plus de détails, mais il n'est toujours pas vraiment clair comment Kurt est tombé sur Justine en recherchant des cas de fraude financière. Comme il se trouve, Justine était également impliquée dans la fraude, mais il n'avait pas été condamné, et je doute fortement que les personnes qu'il a escroquées aient été assez stupides pour en parler ouvertement en ligne, donc je ne pense pas que quoi que ce soit lié à Justin aurait été en haut des résultats de recherche Google après une recherche sur les cas de fraude financière. Kurt mentionne avoir trouvé des centaines de messages sur Justine sur un forum Yahoo, ce qui pourrait facilement tromper un lecteur en lui faisant croire qu'il a entendu parler de lui pour la première fois sur l'un de ces forums. Cependant, un article pour le New York Magazine par David Franz, qui a interviewé Kurt à plusieurs reprises, révèle que ce n'était pas le cas. Entre les enquêtes, il cherchait un nouveau projet sur Google. Je cherchais quelque chose d'international, a-t-il dit, et quelque chose impliquant de l'argent sale. Alors il a tapé Interpol, alerte à la fraude et enquête. Cela l'a conduit à un site web appelé mexicofriends.com qui semblait à Eichenwald impliquer du blanchiment d'argent transfrontalier, mais qui s'est avéré être une opération amateur mettant en vedette Justin Berry, qui avait 18 ans à l'époque, et un défilé de belles femmes pro-mexicaines. Donc Kurt est tombé sur le site web de Justin supposément en recherchant 3 phrases différentes sans rapport. Bien que cette partie de l'article indique que Justin avait 18 ans à l'époque, je ne pense pas que c'était le cas car il cite Kurt disant ce qui suit après avoir vu une photo de Justin sur le site. Personne ne pourrait regarder cette image en sachant que c'était un site et ne pas conclure que c'est à propos de cyberpédophilie. Beaucoup de gens ne croient pas que Kurt est tombé par hasard sur un site de cyberpédophilie en cherchant Interpol, alerte de fraude et enquête, et je serais enclin à être d'accord. En général, le cyberpédophilie n'est pas quelque chose que l'on trouve sans le chercher. En près de 20 ans sur Internet, même avec certains des sujets que j'ai abordés sur cette chaîne, comme celui-ci, je n'ai jamais réellement vu quoi que ce soit d'illégal impliquant des enfants. Je n'accuse pas Kurt de rechercher activement ce genre de contenu, mais je ne peux pas dire que je crois personnellement à son explication. De plus, dans l'article original et l'essai du reporter, Kurt a omis de divulguer un détail assez important. Il a envoyé à Justin un chèque de $2000 avant qu'ils ne conviennent de se rencontrer. Cela a été révélé dans une note de l'éditeur dans les 2 essais où il a été clairement indiqué que Kurt ne l'avait pas divulgué au lecteur ni à ses éditeurs. Étrangement, après avoir convaincu Justin de quitter son site, il a exigé le remboursement des $2000, disant, je cite, « Nous avons payé cet argent pour sauver votre âme. » Cet argent était un bon argent et vous l'avez pris pour toutes les pires raisons possibles. Vous l'avez pris et vous vous êtes dégradé en acceptant cet argent. Vous devez le rendre. Honnêtement, je ne suis pas sûre que cela me convienne. Un certain nombre de personnes ont insinué ou carrément accusé Kurt d'avoir payé les $2000 pour avoir accès au contenu de Justin. Mais je pense que c'est une raison assez plausible qu'il s'agissait simplement de le persuader d'accepter de le rencontrer. Kurt prétend que sa motivation pour contacter Justine était de l'aider. Il a lui-même des fils, et la photo qu'il a trouvée de Justin en ligne ressemblait beaucoup à son propre fils. Il est indéniable que Kurt a aidé Justin. Sans lui, les choses auraient pu se terminer tout autrement. Peut-être que Justine n'aurait jamais réussi à s'éloigner de cette vie, ou peut-être aurait-il été condamné pour les crimes pour lesquels Kurt l'a indirectement aidé à obtenir l'immunité. Sans oublier que c'est Kurt qui a poussé Justin à arrêter la drogue et qui l'a soutenu tout au long du processus de désintoxication. Cela dit, il a choisi de donner à Justin les $2000 et je ne suis pas sûre de comprendre comment cela l'a aidé à récupérer cet argent.
Justin a dû emprunter de l'argent à sa grand-mère pour le rembourser, donc Kurt l'a en réalité endetté. Ce n'est pas comme s'il craignait que Justin utilise cet argent pour acheter de la drogue ou quoi que ce soit, car il semble que l'argent ait déjà été dépensé. Je ne vois vraiment pas en quoi il était bénéfique pour Justin que Kurt exige le remboursement de l'argent. Il avait, à juste titre, convaincu Justin d'abandonner sa seule source de revenus, mais maintenant, il exigeait 2000 $ qu'il savait que Justin n'avait pas. La seule raison à cela que je peux imaginer est que le New York Times interdit aux reporters de payer les sujets d'articles pour des informations ou des interviews. C'est quelque chose qui est de toute façon généralement mal vu dans l'industrie. Si Kurt n'avait pas exigé le remboursement, il n'aurait peut-être pas pu publier l'article dans le New York Times. Ce qui mène à une autre question que j'ai concernant les motivations de Kurt. Qu'est-ce qui était le plus important pour lui ? La sécurité et le bien-être de Justin et de nombreux autres mineurs, et la poursuite des prédateurs impliqués, ou l'article qu'il prévoyait d'écrire ? Maintenant, je ne sais pas pour les autres, mais si je tombais jamais sur un site de cyberpédophilie, je le signalerais immédiatement à la police. Ce que je ne ferais certainement pas, c'est me faire passer pour un prédateur moi-même, contacter la victime de ce site, lui envoyer 2000 $ pour me rencontrer en personne, exiger le remboursement de ces 2000 $ et seulement après tout cela, encourager la victime à aller à la police. Au mieux, je peux dire que même si je crois que Kurt a aidé Justine, je pense aussi que beaucoup de ses actions étaient dans son propre intérêt. Peut-être voulait-il être connu comme le chevalier en armure brillante qui a sauvé les victimes et celui qui a révélé et profité de l'histoire. Au pire, certains ont accusé Kurt d'être réellement impliqué dans tout cela d'une manière moins innocente qu'il ne le prétend. Au cours de ses rencontres avec Justin, Kurt a eu accès à ses disques durs et à beaucoup de données, y compris les transactions par carte de crédit et les messages entre Justin et ses abonnés. Dieu seul sait ce qui était sur ces disques durs et je n'ai aucune idée du temps qu'il a passé à parcourir tout cela, mais on peut dire que c'était du temps perdu. Et pendant ce temps, Dieu seul sait combien d'autres enfants ont été recrutés ou même agressés. Je suis sûre que plus d'enfants auraient pu être sauvés avant que quelque chose n'arrive, ou au moins plus d'incidents auraient pu être évités si Kurt était allé directement à la police plutôt que de passer par toutes ces preuves lui-même. Ce qui est particulièrement discutable à propos de Kurt, c'est qu'il a admis que Justine lui avait montré une vidéo de présentation pour son site web, le mettant en scène lui, et un enfant de 14 ans se livrant séparément à des actes inappropriés. Dans quel monde était-il nécessaire que Kurt voie cela ? Il a lui-même dit qu'il savait que le site était un site de cyberpédophilie la première fois qu'il est tombé dessus. Même s'il avait besoin de confirmation, cela ne justifie pas qu'il veuille regarder un tel contenu. Kurt n'a divulgué cette information dans aucun de ses articles, bien qu'il ait dit dans le dernier paragraphe de l'original, je cite « Bien qu'il ait été parfois nécessaire de passer en revue des images offensantes, le Times évitait de télécharger du cyberpédophilie ou de s'abonner indépendamment à des sites contenant un tel matériel. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais le fait est que Kurt n'avait pas besoin de télécharger du cyberpédophilie ou de s'abonner au site parce que Justin lui a volontairement montré le contenu illégal et lui a remis ses disques durs. Kurt a également, peut-être involontairement, laissé entendre qu'il avait visité d'autres sites de nature similaire lorsqu'il a dit qu'il avait contacté plus d'une douzaine d'autres mineurs qu'il croyait produire du contenu inapproprié d'eux-mêmes dans une tentative de les persuader d'arrêter. Encore une fois, je ne suis pas sûre de comment il a même trouvé ces sites web et encore une fois, il aurait pu simplement signaler tous ces sites à la police et les laisser s'en occuper, mais alors, il n'aurait pas pu écrire un article aussi sensationnel à ce sujet. Une autre révélation est sortie lors de la préparation du procès de Tim Richards, un jeune homme de 23 ans qui a aidé Justine à gérer l'un de ces sites. Pour se préparer, il a eu accès à des copies en lecture seule des disques durs de Justin et de Greg Mitchell et des ordinateurs utilisés par la société de traitement des cartes de crédit. Tim a affirmé dans des documents judiciaires qu'il avait trouvé des transferts d'argent supplémentaires de Kurt à Justin, distincts des 2000 $ qui avaient été révélés par l'éditeur.
En fait, Kurt aurait envoyé des milliers de dollars à Justin en utilisant de faux noms tels que Roy et Andrew McDonald. De plus, des courriels d'un certain Andrew McDonald, utilisant une adresse AOL de Kurt, auraient inclus des commentaires inappropriés à l'égard de Justin. L'un disait « l'éclairage est nul, lavé ». Cependant, ça vaut 100. Un autre a dit « j'ai d'autres propositions pour vous qui vous rapporteraient encore plus d'argent ». Je suppose que Kurt pourrait essayer de minimiser tout cela en disant qu'il a fait tout cela seulement pour essayer de convaincre Justin qu'il était un fan et non la police. Mais c'est franchement assez bizarre la manière dont il a géré tout cela. Était-il vraiment nécessaire d'envoyer des milliers de dollars ? Était-il nécessaire de créer 2 identités différentes pour communiquer avec Justin ? L'avocat de Kurt a nié que l'argent ait été envoyé pour acheter du contenu de Justin, et bien que Kurt lui-même n'ait pas nié les autres paiements, il a omis de les révéler au New York Times ou au tribunal. Lorsqu'ils ont été révélés pendant le procès de Tim, Kurt a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir indépendant de l'une des dépenses PayPal. Il prétend qu'il souffre de problèmes de mémoire à court terme en raison de l'épilepsie, et qu'il a particulièrement du mal à se souvenir des transactions financières. Comme c'est pratique. De plus, un expert en informatique engagé par la défense a présenté des preuves lors du procès de Tim, montrant que Kurt avait un accès administratif de haut niveau au site de Justin, lui permettant de tout voir sur le site, d'y apporter des modifications et de surveiller les affaires du site. Alors, Kurt était-il simplement un reporter trop zélé qui s'était trop impliqué et qui s'était peut-être emporté, ou y avait-il des raisons plus néfastes à ses actions douteuses ? Je ne sais vraiment pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a agi de manière extrêmement non professionnelle et non éthique à plusieurs reprises tout au long de son enquête, et cela le rend assez suspect à mon avis. Il a fait face à beaucoup de réactions négatives au moment où tout cela a été révélé et a dit dans une interview que je suis émotionnellement endommagé, significativement endommagé. L'affaire Justin, c'était il y a 2 ans et ça ne s'arrête pas. Que puis-je faire pour que cela cesse ? Ça ne s'arrêtera pas, tu ne comprends pas. Justin a dit au New York Magazine à propos de Kurt, je cite, « C'est un gars formidable. Et le voir se faire critiquer me donne la nausée. » Quant à ce qui est arrivé à Justin après tout cela, voici où l'histoire prend un autre tournant sombre. En l'espace de quelques années, il semblait qu'il avait totalement changé sa vie. Il fréquentait l'université et dirigeait même une petite entreprise de développement web. Comme je l'ai dit auparavant, il a été interviewé dans diverses émissions de télévision et semblait déterminé à sensibiliser le public à la cyberpédophilie et à donner un aperçu de ce monde sordide dans lequel il s'est retrouvé mêlé. Puis en 2012, il a plus ou moins disparu de la vue du public. Je ne sais pas si c'était sa décision pour des raisons personnelles ou s'il n'y avait tout simplement plus d'offres d'interviews 7 ans après que l'histoire a été initialement rendue publique. Quoi qu'il en soit, il n'y a vraiment aucune information en ligne suggérant ce qu'il faisait de sa vie dans les années qui ont suivi. C'était jusqu'en septembre 2018, lorsqu'un site d'actualité mexicain a rapporté que Justin avait disparu à l'âge de 32 ans et qu'il avait été vu pour la dernière fois le 21 août dans un casino à Tijuana, au Mexique. Un autre article sur VerazInformer.com prétendait qu'il était retourné au Mexique après l'enterrement de sa grand-mère et qu'il prenait un médicament non divulgué qui ne nécessitait pas d'ordonnance. Il était également mentionné qu'il était émotionnellement instable à l'époque et qu'il souffrait de troubles bipolaires. Des rapports le décrivaient également comme toxicomane et sans domicile fixe. Peu de temps après, l'un des amis de Justin a posté dans un groupe Facebook, je cite, « Repose en paix à mon bon ami de plus de 10 ans et collègue hacker Justin Berry. Il a disparu au Mexique il y a quelques semaines après un décès dans la famille. Il a costé assassiné et les pistes sont rares. Le Mexique ne fait pas de dossier dentaire, donc son corps flotte simplement en limbo pendant 8 semaines pendant qu'ils essaient de comprendre les choses et attendent les résultats de l'acide désoxyribonucléique.
Il y a un dossier de succession avec le nom complet de Justin Newt Berry, qui a été déposé le 13 août 2019. Il y a aussi une vidéo YouTube de 46 minutes de décembre 2018 intitulée Justin Newt Berry, une célébration de la vie, qui semble montrer des extraits de ses funérailles et diverses photos de lui tout au long de sa vie. Donc malheureusement, il est plus ou moins confirmé qu'il est mort. Cependant, ni le dossier de succession ni la vidéo YouTube ne donnent aucune indication sur la manière dont il est mort, encore moins la confirmation de l'affirmation de ses amis qu'il a été assassiné, et je n'ai pas pu trouver d'autres informations. Il y a cependant quelques théories qui circulent. L'une d'elles est que Justin a été assassiné par l'un de ses anciens associés ou clients qui voulait toujours se venger ou le faire taire après qu'il soit allé à la police et ait tout révélé. À l'époque, les messages récupérés de ses associés révélaient qu'un certain nombre de personnes voulaient sa mort. Quelqu'un avait dit à Greg Mitchell qu'il tuerait personnellement Justin s'il avait révélé leur secret. C'était lorsque Justin vivait au Mexique, où son site était également basé peu de temps avant que Greg ne soit arrêté. Il est donc possible que les mauvaises personnes aient découvert qu'il était retourné au Mexique et les poursuivi. Cependant, Justin était allé à la police 13 ans avant sa disparition et il avait arrêté de raconter son histoire publiquement environ 6 ans auparavant. Si l'un de ses prédateurs voulait tuer Justin, le meilleur moment aurait sûrement été il y a 13 ans, avant qu'il ne puisse témoigner devant le tribunal. S'il y avait quelqu'un qu'il n'avait pas impliqué à l'époque, il ne le ferait probablement pas après tant de temps écoulé. La vengeance ne peut cependant pas être totalement écartée comme motif. Certaines personnes se gardent des rancunes pendant longtemps et peut-être que c'était la première fois que le coupable connaissait l'endroit où se trouvait Justin et avait l'opportunité de se débarrasser de lui. Il vaut la peine de se rappeler cependant que si les rapports sur le fait qu'il était sans abri et dépendant aux drogues étaient vrais, il semble qu'il ait rechuté et qu'en général, il n'allait vraiment pas bien. Cela l'aurait mis dans une situation dangereuse et ouvre beaucoup plus de possibilités. Peut-être est-il mort lors d'un vol qui a mal tourné, ou peut-être est-il tombé malade et n'a pas pu obtenir de traitement médical. Étant donné le manque d'informations crédibles sur sa mort, je me demande s'il n'a pas fait une overdose ou même s'il ne s'est pas suicidé. S'il a été assassiné, on s'attendrait à ce qu'il y ait des reportages à ce sujet, peut-être même des dossiers d'arrestation ou judiciaires si la police a trouvé un suspect. Mais bien qu'il y ait juste assez pour rendre assez probable qu'il est malheureusement mort, la seule source que j'ai pu trouver affirmant qu'il a été assassiné était la publication Facebook de quelqu'un prétendant être son ami, ce qui n'est pas exactement une source crédible. La plupart du temps, lorsque des personnes meurent d'une overdose ou d'un suicide, la cause n'est pas mentionnée dans leur nécrologie. Donc je pense que c'est probablement ce qui s'est passé ici. Et également regarder un peu la vidéo de la célébration de la vie sur YouTube, et pour moi, elle ne donnait vraiment pas l'impression que Justin avait été assassiné. Je peux absolument me tromper, mais le comportement des personnes qui parlaient, y compris sa sœur, m'a donné l'impression que sa mort n'était pas un énorme choc pour eux, ce qui aurait bien sûr été le cas s'il avait été assassiné. Et ils semblent avoir fait la paix avec cela. Quelqu'un a mentionné dans son discours que Justin avait eu une fille en 2012, ce qui pourrait être la raison pour laquelle il s'est retiré de la vie publique. C'est donc vraiment une situation tragique de tous les côtés. Quel que soit vos pensées sur Justin après qu'il ait eu 18 ans, pendant longtemps, il a été une victime. Et finalement, il a réussi à briser le cycle et à laisser un héritage que j'espère jouera un rôle dans le sauvetage des enfants à l'avenir. Je serais intéressée par vos pensées, théories et suggestions dans les commentaires pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner. Un grand merci à mes membres, Ko-fi, et aux membres de la chaîne, dont les noms sont à l'écran maintenant. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.